Bonjour Jean-François Manil et puis bienvenue effectivement dans ces rencontres littéraires de Liens social. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur du livre Apprentissage et émotion, un duo pour réussir aux éditions Chroniques sociales que je vais me permettre effectivement de présenter à la caméra. Vous êtes docteur Jean-François Manil en sciences de l'éducation et toujours instituteur en fonction. Vos travaux de recherche, en tout cas, sont marqués par l'intention de généralisation et de transférabilité. Humanité et émancipation sont les maîtres mots de vos propos. Alors, concernant ce livre, Apprentissage et émotion, tout d'abord, quelle a été votre idée de départ pour écrire sur ce sujet des émotions dans l'acte d'apprendre? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous n'avez jamais aimé l'école? Ah, je vous remercie pour la dernière remarque et la dernière question. En effet, l'école ne s'est jamais trop rendue aimable à mes yeux, mais bon, ça c'est un détail. Le, non, l'origine du questionnement, c'est le fait de rencontrer des enfants, de nombreux enfants, qui visiblement n'avaient plus du tout envie d'apprendre. Non, je précise, n'avaient plus du tout envie d'aller à l'école. Et il a fallu quand même s'y intéresser de manière précise, puisqu'ils étaient là devant nous, dans la mesure où je travaille dans une école communale où on est tenu d'accepter tout enfant qui se présente devant la porte. Et donc, à force de les côtoyer, je me suis dit, mais que se passe-t-il dans leur tête pour qu'ils tiennent à l'école? À quoi se raccrochent-ils pour tenir, alors que ils se présentent devant la porte de l'école avec un fardeau, parfois un bagage, toujours dans un sac à dos, qui est conçu et construit sur base de valeurs familiales, d'attitudes familiales, d'habitudes familiales. Et puis ils passent la porte de l'école et là, tout d'un coup, ils doivent entrer dans une norme totalement différente qui est celle que sont les normes scolaires. Il a dit, mais comment font-ils pour basculer de l'un à l'autre? Donc, je le dis avec des mots très simples, comment font-ils pour rester enfants alors qu'on leur demande d'être élèves? Et à l'inverse, comment arrivent-ils à devenir des élèves alors qu'ils sont d'abord des enfants? D'accord. Et c'est ce qui, donc, du coup, vous a poussé à essayer de comprendre les émotions dans l'apprentissage pour prendre en compte la singularité de l'élève. Exactement. Et donc, ça reste une intuition au départ en disant, mais le terreau le plus favorable à la cognition, donc à l'apprentissage, à mes yeux, c'est l'émotion. Alors, je précise, on a beaucoup actuellement d'ouvrages et de recherches qui parlent des émotions et de la gestion des émotions à l'école. Mais moi, j'ai pris un parti radicalement différent de ceux qui considèrent l'émotion comme un objet d'apprentissage et un objet de gestion. Donc, on fait des leçons de gestion d'émotions et puis après, on retourne à les 15 feuilles de calcul ou de grammaire à effectuer le plus vite possible. D'accord. J'ai dit non, non, moi je n'ai pas pris ce biais-là. J'ai dit non, elles sont intimement liées à la cognition. Il y a une implication, une intrication énorme, mais c'était de l'intuition. Mais comment faire pour le montrer, pour le comprendre et mieux D'accord. l'utiliser en classe. D'accord. Et donc là, j'ai fait appel aux enfants D'accord. eux-mêmes. C'est donc ce que vous avez cherché à démontrer dans votre livre. En fait, quels sont les buts et objectifs que vous avez cherché à démontrer par ce livre? Mais j'ai d'abord et avant tout voulu montrer qu'un élève est d'abord un enfant. Et que si on ne tient pas compte de ça, eh bien, on prend le risque de passer à côté d'une dépense d'énergie carabinée qui empêche l'apprentissage. On ne peut pas faire l'impasse du développement d'un enfant en même temps que son éducation ou que sa scolarisation. Un enfant, il apprend et il se développe en même temps. Et c'est ça qui fait l'élève. Mais donc, si on balaye une des deux parties de la personnalité, on rate, enfin, on risque grandement de rater l'objectif. Donc, du coup, ce livre, il est bien adressé à des professionnels en particulier. À qui avez-vous pensé en écrivant ce livre? Ben, je vous avoue que je n'ai même pas pensé aux professionnels, j'ai pensé aux enfants eux-mêmes. D'accord. Oui, je me suis dit, je vais laisser une trace de ce qu'ils ont en tête, parce que les enfants ont une parole vraie qui est très rarement entendue. Les universitaires parlent de l'école, les universitaires parlent des enseignants, les enseignants parlent de l'école, les enseignants parlent des élèves, les universités parlent des élèves, mais il manque une voix.
Hum, hum. L'importance, c'est celle des élèves eux-mêmes, qu'on rencontre peu dans le champ de la recherche en sciences de l'éducation. Donc j'ai d'abord pensé aux enfants. Et puis après, je me suis dit, euh, ben, c'est surtout l'éditeur qui a accepté de prendre ce manuscrit, parce que c'est lui qui s'est dit ça aussi. Et Jean-François, ça c'est quelque chose qu'il faut fournir en public au monde de l'éducation, mais généralisé, pas seulement aux enseignants. Il C'est dit, pour ça que moi, à la lecture, en tant que qu'ex-éducateur spécialisé, formateur aujourd'hui en travail social notamment, et responsable de rubrique, je m'y suis beaucoup retrouvé. Et c'est pour ça que je le conseille à tout adulte éducateur finalement. Parents, enseignants, formateurs, éducateurs, tout adulte chargé en tout cas d'éducation devrait lire ce livre. Alors, effectivement, j'ai lu aussi que ce livre est tiré de l'expérience que vous menez à la Maison des enfants de Buzet, en Belgique. Est-ce que, très sommairement, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Maison des enfants et quelle pédagogie y est exercée? oui, la maison des enfants, c'est une implantation de l'école communale de Floref. Floref étant la commune. En Belgique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 régions euh, qui parlent des langues différentes. Chacune de ces régions a l'organisation de l'enseignement sous sa responsabilité. Donc, il n'y a pas d'éducation nationale comme chez vous. Et au sein des régions, il y a à chaque fois des réseaux d'enseignement différents. Moi, je fais partie du réseau communal. Dans cette école, en 1992, Charles Pepinster, un inspecteur de l'éducation nationale à l'époque, car elle existait encore, a pris sa démission, a pris sa retraite en disant je veux participer à la réouverture de l'école communale du village à condition d'y implanter les principes que je défends, c'est-à-dire pas de compétition entre enfants, autrement dit, tout ce qui est comparaison directe est éradiqué, la recherche, mettre les enfants en recherche le plus possible, les mettre en recherche dans une logique de solidarité autour des apprentissages, pour qu'ils apprennent dès le plus jeune âge à vivre les uns avec les autres pour construire un monde qui soit acceptable, parce que si on passe à côté de ça, je pense que l'éducation n'a pas lieu d'être. Euh, et où, avec le temps, moi je suis arrivé après 4 ans, je l'ai remplacé après 4 années, donc en 96, on a développé la pédagogie du chef-d'œuvre. Lui avait implanté le chef-d'œuvre pédagogique, mais nous on a développé la pédagogie du chef-d'œuvre, qui est, en grand résumé, je suis mis en situation de recherche, je découvre des choses, j'élabore des savoirs et je les partage aux autres. Je le fais pour les partager. Je peux être le meilleur pour les autres. Au Hmm. même titre qu'un chirurgien de grande classe est le meilleur, mais pas pour lui-même, pour les autres. On construit ensemble, c'est ce qui revient beaucoup à du socio-constructivisme aussi, Nous y de sommes, l'intervention nous y sommes. collective, tirée de l'expérience et du partage de l'expérience et de l'apprentissage par ses pairs également, quoi. Voilà, par ses pairs, mais avec un grand respect pour le développement et le cheminement individuel. Hmm, hmm, Donc, hmm. la communautarisation des savoirs et des actions est quand même cadrée par l'acceptation d'un cheminement individuel pointu. C'est-à-dire, D'accord. si il y a, j'ai actuellement une enfant de 8 ans qui s'intéresse à l'astrophysique. Je ne vais pas l'empêcher de s'intéresser à l'astrophysique parce que les autres ne s'y intéressent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Par bien sûr. contre, elle participe activement à la compréhension de l'accord des participes passés avec tout le monde. Hmm, hmm. Du coup, on en vient effectivement au rôle de l'enseignant aujourd'hui. Ce serait peut-être ma dernière question pour finir. Au vu de votre expérience, quelle serait du coup votre définition d'un enseignant et de son rôle aujourd'hui, surtout en cette période de rentrée scolaire? Ah, eh bien, je considère qu'un enseignant qui est payé par l'argent public, je le rappelle, euh, doit offrir dans dans les possibles un cadre qui permette aux enfants d'envisager l'avenir avec sérénité, mais avec tout le questionnement qu'ils doivent se poser, parce que l'avenir qui les attend nécessitera, à mon avis, des qualités primordiales que sont la débrouillardise et la solidarité. Il doit aussi être capable de comprendre qu'un élève est d'abord et avant tout un enfant, ou un adolescent, ou un adulte en reprise d'études, qui porte avec lui une image du monde ou des images du monde, et c'est ça, c'est sur ça qu'il s'appuie pour comprendre ce qu'on lui propose. Et ce qu'on lui propose est souvent cadré par des programmes, des socles de compétences qui, il faut bien se l'avouer, ont été conçus sur base de l'image d'un élève modèle, moyen, qui n'existe pas.
Et donc, la grande capacité des enseignants, à mon avis, c'est d'émerveiller les enfants, les ados et les adultes qui sont en face de lui, en leur disant, le monde dans lequel nous vivons est remarquable, nous sommes là pour essayer de le comprendre, on doit avoir des outils et je vous en offre quelques-uns. Utilisons-les et critiquons-les ensemble. D'accord. Très bien. L'émerveillement et l'émancipation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, Jean-François Manil, d'avoir répondu à nos questions. Moi, je rappelle que vous pourrez retrouver cette chronique littéraire complète dans le 1345 de Lien Social et sur notre site Lien Social. Donc, je le représente, Apprentissage et émotion, un duo pour réussir aux éditions Chroniques Sociales 2023, que vous pouvez retrouver dans nos colonnes. À très bientôt, en tout cas, pour notre prochain épisode des rencontres littéraires de Lien Social. Encore merci beaucoup, Monsieur Manil, et j'espère à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. C'est moi qui vous remercie grandement. Je vous en prie, de rien. À très bientôt tout le monde et à bientôt dans notre prochain épisode.